Salut et bienvenue pour ce top retour du mois de juillet. Vous avez choisi de façon assez majoritaire Cendrillon 3 comme film que j'apprécie beaucoup, que vous voulez que je descende un petit peu, ça me surprend pas. C'est un film que j'étais un peu certain de traiter à un moment ou un autre en top retour, et je vous cache pas que je m'attendais à ce que ça tombe plus tôt. C'est vrai, je vous cache pas, mais bon, c'est tombé enfin, on va enfin reparler. Et j'aimerais rappeler rapidement que c'est mon Disney Toon préféré, ma suite Disney Toon préférée, parce que je trouve qu'ils sont partis d'un concept très prenant, déjà fait, mais pas très souvent non plus. Et contrairement à certaines fois où ça peut être un peu décevant, un peu trop rapide, un peu trop expédié, pas forcément bien réfléchi, je trouve que globalement ça s'en sort bien. C'est pas pour dire que c'est parfait, clairement pas, il y a des choses à redire, évidemment. Mais je trouve que vous avez très bien su développer les personnages dans cette espèce de nouvelle approche assez forte de Cendrillon et compagnie, et il y avait beaucoup de moments forts, beaucoup de moments d'humour rapide, très bien sentis. J'ai adoré ça sur plusieurs points. Cela étant, on est là pas pour en dire du bien mais pour en dire du mal, et étant donné que ça reste un film Disney Toon, c'est pas si difficile de trouver des trucs à redire. Il y a des choses quand même qui sont assez grossières et pas anodines du tout. On va voir ça tout de suite. En avant pour le top 7 des pires points de Cendrillon 3, le sortilège de Cendrillon. Que de vaines chimères, j'aurais le cœur brisé. Numéro 7, le ressenti au-dessus du premier film. Alors ça, c'est un truc que j'ai eu l'occasion de lire à quelques reprises chez les détracteurs de cette suite, parce qu'il y en a et c'est compréhensible, c'est que ce film a cette tendance à vouloir insinuer de façon plus ou moins voulue que la nouvelle approche, le nouveau ton, la nouvelle situation qui est mise en place est meilleure que celle du premier film. Que dans Cendrillon 1, la fin n'était pas aussi satisfaisante que celle qu'on met en place. La nouvelle situation, le nouvel univers qui est instauré avec la magie maléfique de la marâtre, et ben, elle est mieux au bout du compte que celle qu'on avait avant. C'est clairement insinué et je comprends aisément les gens que ça fait tiquer, parce que c'est un petit peu arrogant de faire ça, même si je pense pas que ce soit voulu de façon à insulter Cendrillon 1, je pense que c'est voulu de façon à se mettre un petit peu à la page. C'est-à-dire, oui, on est dans une nouvelle ère, il faut se mettre un petit peu au parfum de l'ère du temps, et dans l'ère du temps de maintenant, en tout cas à l'époque où ça a été fait, qui est quand même très similaire à celle de maintenant encore, et ben ce genre d'approche de conclusion fait un petit peu vieillot. C'est vrai, elle fait un peu vieillot par rapport à maintenant aux standards qu'on a, par rapport aux résolutions qu'on cherche dans des contes de fées. Et je trouve pas que ce soit une mauvaise chose en soi, mais oui, il y a cette approche un peu hautaine de ce qui était le premier film, l'ambiance du premier film, qui peut gêner les fans du premier film. Moi personnellement, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez fort dans le fait de vouloir respecter un petit peu ce qui a été fait en voulant l'améliorer en mieux, en voulant le faire évoluer, mais je comprends aisément les gens que ça énerve, et je vais pas dire une seule seconde que ça se ressent pas du tout, hein, cette espèce de légère insulte envers le premier film. Je le ressens un tout petit peu à 2-3 moments, ce qui fait que je compte quand même ça parmi les points négatifs, même si c'est pas quelque chose qui me gêne grandement à titre personnel. Numéro 6, les incohérences avec le premier film. Et oui, il y en a quelques-unes à déplorer, un peu plus que dans Monstre Academy par exemple, parce que je sais qu'il y a des gens qui arrêtent pas de gueuler sur « Ah, il y a des incohérences », j'ai toujours trouvé que c'était du chipotage super pointilleux quand on pointait ça, mais bon, là je comprends qu'on veuille pointer les incohérences parce qu'elles sont assez directes. Je vous le cache pas. Et assez bizarrement, je trouve que c'est très en lien avec le point précédent, dans le sens où ça veut un peu améliorer ce qui était mis en place dans le premier film. C'est pour ça que, dans un sens, je comprends que ça en gêne
certains. Moi, je trouve quand même qu'il y a des choses qui pouvaient être améliorées dans le premier film, et ce qu'ils ont voulu faire par rapport à ça ne me gêne pas horriblement. Si je les compte parmi les derniers points, cela c'est parce que je trouve que ça apporte aussi du positif. C'est pour ça que je ne considère pas ça comme des grands défauts s'ils apportent du positif en plus de ça. Mais oui, il y a des incohérences, il y en a trois principalement. Le fait que on dise que ce soit le prince qui ait demandé à ce qu'on fasse chausser la pantoufle de verre pour retrouver sa bien-aimée alors que c'est le roi qui l'a voulu, clairement dans le premier film. C'est lui qui a demandé à ce qu'on fasse chausser la pantoufle de verre à toutes les femmes du pays parce qu'il tient absolument à avoir des petits-enfants, quoi. C'est une espèce d'obsession dans le premier film. Là, ils l'ont tellement assagi, le gars, ils l'ont rendu tellement plus appréciable qu'ils ont un petit peu sauté ça et ils ont dit que c'est en fait le prince, alors que non, c'est pas du tout le prince qui a instigé ça. Oui, c'est une incohérence pas négligeable. Il y a aussi le fait que lorsqu'ils se sont rencontrés, le coup de foudre qui est survenu, c'est clairement pas dû au fait qu'ils se sont touchés la main et qu'ils ont ressenti quelque chose de puissant entre eux. C'est clairement pas du tout comme ça que c'est mis en scène dans Cendrillon 1. Et à nouveau, je trouve que ça améliore un petit peu la perception de la chose parce que ça donne un aspect plus profond à leur relation, à leur romance, leur sentiment amoureux que fille belle, moi et mes filles belles. Mais ça reste une incohérence parce que c'est pas du tout comme ça que c'était montré. Et enfin, dernier point important d'incohérence que je pardonne moins là ce coup-ci, c'est que on a mis en place la mise en scène autour de Cendrillon qui se fait libérer par les souris de façon pas du tout raccord avec ce qui était mis en scène dans le premier film. Les souris n'en étaient pas du tout au moment où ils avaient chippé la clé pour aller libérer Cendrillon, au moment où le duc arrivait pour faire essayer les pantoufles. Clairement pas, donc c'est pas très raccord, ça je le reconnais. C'est des soucis d'incohérence pas négligeables. Et oui, ça gêne un petit peu. Après, j'apprécie vraiment là où ils veulent partir avec ça, c'est pour ça que je pardonne assez facilement. Mais je comprends que ça en gêne de façon importante certains. Numéro 5, certains gags autour de Jacques Ficus. Alors, si vous avez suivi ma critique du premier film, vous devriez savoir que je trouve qu'ils alourdissent pas mal le récit en ayant trop de gags très cartoonesques autour d'eux qui sont pas très bien les bienvenus dans cette narration-là, où on devrait se centrer davantage sur Cendrillon et la façon dont elle doit résoudre un petit peu la situation dans laquelle elle se trouve. Et c'est un peu pareil avec ces scènes, même si elles sont beaucoup moins nombreuses. Beaucoup moins nombreuses dans ce film, ce qui fait que ça m'énerve pas autant. Mais ouais, il y a quelques moments où ça vole vraiment pas haut. Et où on sent quand même que ça reste Disney Toon et qu'ils doivent faire ce genre de gag puéril parce que il faut pas perdre trop les enfants. Et ouais, ces scènes sont chiantes. Pour un adulte comme moi, ces scènes sont chiantes. Je trouve que globalement l'humour est bien foutu, vraiment, 90% du temps ça me fait bien rire. Mais ces 10% là où on se centre trop sur eux qui font les clowns. Voilà, c'était le rappel de trop au premier film qui me gêne un chouïa et qui rend certains passages un petit peu... Numéro 4, la chanson de départ. Une chanson pas parfaitement parfaite parce que... comment dire... le problème avec cette intro, je vais y revenir parce qu'il y a plusieurs choses à redire sur cette intro. Il y a beaucoup de choses qui s'enchaînent vite et je trouve que cette chanson est clairement une excuse pour arriver à fourrer la nouvelle situation en place, qui est honnêtement pas très bien desservie par cette vie parfaitement parfaite qu'on met en place, parce que l'air est sympathique, vraiment l'air est sympathique, mais en dehors de ça, les paroles sont super niaises, et le fait de changer d'interprète comme ça, dans toutes les versions que j'ai vues, que ce soit la version originale, la version française et la version québécoise, j'ai vu les trois. Donc allez pas me balancer « mais dans ma version à moi, ils sentent mieux, hein !» Alors sauf si vous regardez, je sais pas, la version espagnole, version allemande, à ce moment-là peut-être, mais dans toutes les versions que j'ai vues, il y avait cette espèce de discordance entre les différentes voix qui ne savent pas chanter pour une partie d'entre elles. Et ouais, le pire, je pense que c'est la marraine. La marraine, je sais pas qui ils ont pris dans toutes les versions, mais elle ne sait pas chanter du tout. Ou alors c'est vraiment pas du tout l'air qu'il lui faut pour chanter, parce que chaque fois qu'elle ouvrait là-dedans, ça sonnait faux. Et ouais, en soi, j'apprécie l'air, et je trouve ça dommage qu'on n'ait pas mis de bonnes paroles
pour mieux illustrer la situation, pas de façon aussi niaise et grossière, et qu'on ait, je sais pas, pris de meilleurs doubleurs qui fassent mieux passer le champ, parce que je trouve que, ne serait-ce que quand Javotte et Anastasie chantent, ou quand la marraine chante, c'est bof quoi. C'est tellement de voix différentes qui s'accordent pas très bien sur cet air, et je trouve que cette chanson fait un peu tâche comparée aux autres, que je trouve super. Vraiment, les autres chansons, je les apprécie beaucoup, mais celle-là, non. Numéro 3, une femme méchante ridicule. Alors, j'ai le sentiment qu'il voulait essayer de faire un peu le lien avec le second film. Donc, on pouvait pas tuer la marâtre et Javotte, hein, c'était impossible avec ce qui s'est passé. Donc, il a fallu trouver une espèce de pirouette pour ça, et j'ai trouvé ça ultra grossier. C'est-à-dire que, ouais, elle fait le même coup que la marraine fait dans Shrek 2. Je sais pas si ils se sont pas un peu inspirés de ça. En tout cas, ouais, il sort un petit peu le même coup que la marraine Lavotte fait. Ah, je vais te transformer en quelque chose. Et paf, on reflète ça et c'est toi qui te transformes en ce quelque chose. Et je sais pas, je trouve ça insultant pour les personnages, surtout pour la marâtre qui est un méchant mais qui pète la classe vraiment. Sincèrement, je trouve qu'elle dégage quelque chose de très fort. Et là, faire se transformer en crapaud comme ça, de façon aussi ridicule à la fin, comme quoi voilà leur châtiment pour ce qu'elles ont vécu, je trouve ça grotesque, un peu trop grotesque pour ce que représentaient ces personnages, surtout, une fois de plus, la marâtre. Surtout qu'elle termine pas comme ça, puisqu'après elles finissent par se retransformer en ayant des habits de deux servantes, parce que, oh, justice, vous vouliez remettre Cendrillon à sa place, maintenant c'est vous qui êtes à sa place de servante. Pas génial, non, je trouve ça grossier, tout simplement. J'ai pas d'autres termes, j'ai pas beaucoup de choses à développer par rapport à ça, c'est juste grossier ce passage. Et une conclusion de méchant frustrant, parce que vous auriez pu faire plus épique que ça, plus satisfaisant que ça. Numéro 2, un enchaînement de départ un petit peu foireux. Oui, c'est le gros problème de ce film. Son intro est très discutable. La chanson n'aide pas, mais le pire pour moi, c'est la façon dont les événements s'enchaînent, qui est grossière une fois de plus, mais vraiment grossière, où on met en place ce que tout le monde vit de façon ultra rapide, et où la situation en vient à ce qu'elle est, c'est-à-dire le fait que la marâtre ait la main sur la baguette magique, c'est pas mérité parce que ça se met en place de façon ultra forcée et trop rapide. Pourquoi la marraine lâcherait sa baguette comme ça ? Vraiment, comme par hasard, Anastasie a vu ce qui se passait. Parce que sinon, bien entendu, si elle n'avait pas vu ça, ça aurait pas pu se faire, évidemment. Comment se fait-il qu'ils arrivent à la manipuler, cette baguette, rapidement comme ça ? Genre, on fait une formule, on pense à rien de spécifique et ça fait un sort typique qui, par chance, a transformé la marraine fée en statue. Vraiment. Tout ça pour mettre en place le fait que la marâtre va avoir la baguette magique et aura le pouvoir de remonter dans le temps et défaire les choses à sa sauce, etc. Et quand ça part enfin là-dessus, c'est génial, on est pris dedans, il y a énormément de moments forts. Et même la mise en scène de ce retour dans le temps est très forte, vraiment, hein, c'est très fun à partir de là. Mais c'est très mal amené. Et vraiment, c'est une intro très grossière, vraiment très grossière, qui aide moyennement à appuyer la force de ce qui vient après, c'est-à-dire de ce que fait la marâtre, étant donné que ça lui est tombé sous la main de façon pas du tout méritée. C'est amené de façon pas du tout méritée. Et c'est très gênant, hein. C'est un problème pas anodin du tout, hein. C'est un des trucs qui me gêne le plus là-dedans, mais ce qui me gêne le plus, c'est... Numéro 1, la baguette du ta gueule, c'est magique. Et ouais, on en revient au ta gueule, c'est magique, dont j'avais parlé à plusieurs reprises, vous savez à quel point je suis fan de ça, du fait qu'on instaure un élément magique qui fonctionne de façon un petit peu mystérieuse, pas super claire, et donc on peut en faire un petit peu ce qu'on veut, hein. On peut la manipuler un peu comme on veut, cette chose, étant donné que c'est pas super clair comment elle fonctionne. Et c'est le cas avec la baguette magique. Alors qu'il y a certains points avec lesquels je suis totalement pour, hein, j'ai aucun problème avec certaines mises en scène par rapport à ça. Le fait qu'elle dise tout haut ce qu'elle veut et qu'elle fasse son sort magique après, ok. Il
Il y a vraiment, elle met en avant sa volonté de faire le sort, elle lance le sort très bien. Mais il y a d'autres moments où c'est pas super clair. Il y a certains moments où je comprends pas très bien comment cette baguette arrive à faire ci ou ça. Par exemple, comment se fait-il qu'elle ait transformé la marraine en statue? Non, je pose une putain de question. Comment se fait-il qu'elle ait transformé la marraine en statue? Est-ce que Anastasie voulait qu'elle soit transformée en statue? Pourquoi elle voulait qu'elle soit transformée en statue, la marraine? L'intérêt du truc au départ, c'est qu'il faut prononcer la bonne formule magique. Pourtant, à un moment donné, on voit que Javotte et même la marâtre s'en servent sans prononcer la formule magique. C'est pas un peu en contradiction? Le fait que la marraine n'ait apparemment pas été affectée par ce changement temporel, parce que magie une fois de plus, tous ces petits trucs-là, tous ces éléments-là montrent que une partie du temps assez importante, les scénaristes avaient pas trop réfléchi à comment fonctionnait le truc pour instaurer ça dans quelque chose de logique, de cohérent. Hein. Mais bon, étant donné que c'est une baguette magique et que, magie tout ça, on peut se permettre de faire des trucs un peu faciles, gratuits comme ça, et ça passera pour la plupart des gens. Et ben non, ça passe pas pour moi. Ça passait pas du tout pour moi dans Once Upon a Time. Pourquoi ça passerait pour moi dans ce film-là, hein? Je suis pas un hypocrite. Donc, voilà, ça me gêne pas mal ces moments de ta gueule, c'est magique autour de la baguette. Après, une grosse partie du temps, ça reste plutôt cohérent quand même. Voilà, elle dit la formule, la marâtre, elle pense clairement à ce qu'elle veut, et donc ça va, et j'ai pas de problème par rapport à ça. Mais il y a des fois où, ça jongle avec ça un peu trop facilement, et c'est un peu gênant, c'est le truc le plus gênant du film, qui n'est clairement pas parfait. Vraiment, il y a des choses à redire, mais il est tellement fun. Il y a tellement de choses que j'apprécie dans le développement des personnages, dans ce que vous avez voulu faire, et malgré les trucs grossiers qui sont là-dedans, parce qu'il y a des trucs grossiers assez notables qui sont pas du tout anodins, j'ai beaucoup d'appréciation pour ce film qui sait me faire rire, qui sait m'émouvoir, qui sait me faire ressentir du suspense, de la tension, qui sait faire beaucoup de choses, et qui est pour moi la meilleure suite Disney Toon à ce jour. Pour de bon, puisque Disney Toon a fermé ses portes. Mais voilà, j'ai beaucoup de respect pour ce que ça a voulu faire, et sur une grosse majorité des points, ça l'a très bien fait. Sur une minorité pas négligeable du reste, il y a des choses à redire. Ça ne m'empêche pas de grandement apprécier quand même. Merci d'avoir suivi. Pour le mois prochain, je rappelle qu'il faut voter en commentaire, donc il n'y a pas de sondage ce coup-ci. Proposez en commentaire le film que vous voulez que je traite en top retour. Merci d'avoir suivi. Bye.